Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler film avec la critique analyse du film Gold. Pourquoi aussi tard? Parce que tout simplement, j'ai pris beaucoup de recul pour vraiment bien le revoir. J'avais pas pu le voir, il n'était pas passé dans un cinéma près de chez moi et ça remontait vraiment au mois de juillet. D'ailleurs, j'ai passé un très bon moment quand j'étais voir ce film au Grand Rex. Un grand merci au Mont Corvo et aussi à All Blue Channel avec qui j'avais fait une petite vidéo et on a passé un bon moment dessus. Et j'ai trouvé quelque chose de dommage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique analyse de ce film. J'en vois pas beaucoup sur YouTube et je trouve que c'est vraiment dommage parce que pour moi, ça a été l'un des plus grands moments de l'année 2016 au niveau de One Piece. Alors, avant de partir dans le vif du sujet et de commencer la critique analyse, j'aimerais parler un tout petit peu chiffres. One Piece Gold est le 13e film qu'il y a eu au niveau de One Piece. Cependant, c'est le 3e film qui a été scénarisé par Ichiro Oda et dont il s'est occupé des personnages. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui a été le cas au niveau de Strong World et c'est ce qui a été le cas aussi au niveau du film Z. Deuxièmement, le film Gold a pété le record des recettes sur les 2 premiers jours. C'est-à-dire que le film Z qui avait le précédent record avait fait 1,22 milliard de yens de recettes, alors que le film Gold, lui, en a fait 1,155 milliard de yens. Je sais pas combien ça fait en euros, je sais pas combien ça fait en dollars, mais c'est quand même bon. Et à partir de là, on a tous cru que le film Gold allait péter le record qui était détenu par le film Z au niveau des entrées globales. Par contre, ça n'a pas été le cas. Le film Z a fait 74 millions de dollars d'entrées qu'au Japon, alors que le film Gold, lui, en a fait 65 millions de dollars de recettes. Et le 3e, c'est le film Strong World qui, lui, a seulement 48 millions. Donc voilà, il est quand même assez loin. Donc on peut voir une chose, c'est que le début a été très bon, mais après il y a eu un petit essoufflement sur la suite. Et ça, on va revenir justement à la fin de cette vidéo. Bon, voilà, je vous ai saoulé avec mes chiffres, mais les chiffres, c'est toujours important. Maintenant, on va voir un petit peu de quoi que ça cause One Piece Gold. Alors, One Piece Gold, c'est les Mugiwara à Las Vegas. Ouais, on va détailler un tout petit peu. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc qui est important, c'est qu'il y a d'abord eu un épisode spécial qui est Heart of Gold, qui est quand même assez important par rapport à la continuité et pour comprendre vraiment toute la entre guillemets, je dirais, la subtilité du film Gold. Et à la fin de l'épisode spécial Heart of Gold, ils ont une sorte de laissez-passer qui leur permet justement d'aller sur Gran Tesoro, qui est une sorte de grosse ville flottante, qui est un gros Las Vegas, qui est détenu par qui? Par tout simplement Guild Tesoro. Et ce mec-là, c'est un vrai taré, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du film, on va comprendre, on va voir un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de cette ville et on va voir que malgré tout l'or qui est dedans, toute la joie et tout le divertissement qu'il y a, et ben il y a vraiment un gros système d'esclavage qui a été mis en place et ça d'ailleurs ça fait un petit peu résonance par rapport à ce qu'on avait eu dans Dressrosa. Donc voilà un tout petit peu pour l'intro de cette vidéo. Maintenant on va passer directement à la critique analyse. J'avais dans l'idée de faire cette critique analyse en 2 parties, sans spoil et avec spoil. Cependant, suite à un sondage que j'ai fait au niveau de Twitter, vous avez été quand même super nombreux à me dire que je pouvais y aller au niveau des spoils. Et ce film est sorti au mois de juillet. Il est sorti après en France officiellement dans la plupart des salles au mois de novembre. Et là maintenant, au mois de décembre, il est sorti au Japon en DVD et aussi en Blu-ray. Donc ça veut dire que maintenant... on peut le regarder, voilà, on va dire ça comme ça. Donc je vais pas me faire chier à faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. Cependant je vais quand même prendre une certaine structure au niveau de cette vidéo, c'est à dire qu'on va commencer par parler des points positifs de ce film et bien sûr après on va parler des points négatifs. C'est bon, je vois qu'il y en a 2 qui suivent. Le gros point positif de ce film, c'est que c'est un putain de divertissement. Pendant 2 heures tu prends ton pied et la chose le mieux au niveau de ce film, c'est que t'as pas besoin d'être un super pointu au niveau de One Piece pour profiter et avoir du plaisir à regarder ce film. C'est-à-dire que tu vas avec ta copine, avec n'importe qui, ta grand-mère, ton chien, même ton chien, il aura du plaisir à regarder ce film parce que t'as pas besoin d'avoir des informations qui sont dans le manga, qui sont importantes pour la trame. C'est-à-dire que ce film peut se regarder sans que tu y connaisses quelque chose au niveau de One Piece. Tu sais qu'il y a des gentils qui sont habillés en blanc dès le départ et tu sais que les méchants, ils sont pas habillés en blanc. Voilà, c'est ça. Même si après, les gentils sont habillés en noir. Mais pour le départ, ça marche, ma petite réflexion. Non, sans rigoler, ce film est vraiment très bon parce que il t'emmène dès le départ et tu passes
2 heures de pur plaisir. Dès le départ, t'as une intro qui présente tous les Mugiwara. D'ailleurs, au niveau du Grand Reich, ça avait été une grande folie. Il y avait tout le monde qui avait hurlé. Et encore une fois, le mec qui a fait ce putain de passage, c'est Naotoshi Shida. Voilà, je suis content de le dire parce que maintenant, beaucoup de personnes commencent à comprendre qu'il y a certains animateurs qui font du très bon boulot au niveau de One Piece. Et donc ça, c'est vraiment classe. Et l'énergie qui est prise dans ce film ne te lâche pas une seule seconde. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a énormément de références par rapport à d'autres passages qu'il y a dans One Piece. C'est-à-dire qu'au début de cette vidéo, dans la critique, je vous ai dit que le grand point positif, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître One Piece pour en profiter. Mais quelqu'un qui connaît One Piece, lui, va voir 2-3 éléments à droite et à gauche et va se dire « Oh putain, il y a ça ici, oh putain, il y a ça ici ». Et ça, c'est du pur fanservice, car oui, ce film est fait à base de fanservice. C'est le but. Le but de ce film, c'est que tu en prennes plein la gueule et que tu sois content. Ce que j'ai beaucoup aussi apprécié dans ce film, c'est qu'on a eu plein de références par rapport à d'autres films qui existent, comme par exemple, le plus flagrant, c'est la série des Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13, je parle très bien anglais. Il y a aussi le film Casino qui était vraiment très bien, qui a été repris. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que même si on a les Mugiwara qui sont confrontés à Guild Tesoro et son équipage, on a aussi Gren Tesoro qui est un personnage en tant que tel. C'est vraiment bizarre parce que c'est une sorte de huis clos gigantesque. C'est-à-dire huis clos, c'est-à-dire que toute l'action se base sur le même bateau, mais le bateau est tellement grand, le bateau est tellement diversifié par rapport à ses éléments qu'il est quelqu'un en tant que tel. Je sais pas si vous arrivez à suivre parce que One Piece est vraiment reconnu par rapport à tout l'univers, toute l'ambiance que Ichiro Oda arrive à dégager par rapport aux différentes îles, qui se complètent un petit peu. Et là, ici, on retrouve toute cette beauté de One Piece dans un même et seul endroit. Et ça, c'est vraiment une prouesse. L'autre gros point positif pour moi de ce film, c'est d'avoir exclu Zoro dès le départ. C'est vachement couillu, parce que tout le monde adore Zoro, et Zoro, pendant au moins les 3/4 du film, on ne le voit pas. Il a 2-3 petites réflexions, il a des très bonnes punchlines. Les punchlines aussi dans ce film sont absolument géniales. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un personnage qui est d'habitude mis à l'extérieur, c'est-à-dire Nami. Dans la plupart des films, on doit toujours aller sauver Nami. Rappelez-vous le film par exemple Strong World. Et même dans le film Zen, Nami étant rajeunie, elle n'a plus son utilité en tant que telle au niveau de l'équipage. Et là ici, c'est Nami qui est la pierre angulaire au niveau de ce film. Et encore une fois, il n'y a pas trop de fanservice au niveau des boobs, au niveau de l'utilisation de la femme que par rapport à ses seins. Certes, Nami est très belle, Robin est absolument délicieuse, et Bakara est aussi vraiment superbe, cette femme un petit peu rousse, en plus avec son armure en or. Bref, encore une fois, là c'est du fanservice, mais c'est un bon fanservice, je dirais. C'est-à-dire que les filles ne sont pas, à part Robin peut-être, mais les filles ne sont pas mis là seulement que pour être des poupées, pour contenter une certaine catégorie qui regarde One Piece que pour les nibards. Voilà, c'est ça. Et là, encore une fois, un très gros bravo de la part des personnes qui ont fait le scénar. Les Mugiwara aussi sont très bien dessinés, ils collent très bien au niveau de l'atmosphère. Quand ils arrivent déjà avec leurs costumes qui sont liés par rapport, pour ceux qui le savent, à un artwork. Là, il y a un petit truc, c'était un sac qui était mis de côté, on voyait justement tous les déguisements à l'intérieur. Après, ils sont en costard blanc, ils sont vraiment classe. D'ailleurs, vous pouvez voir quelques petits WCF qui sont juste derrière. Après, ils sont déguisés pour aller faire justement une infiltration. Et après, à la fin, ils sont carrément en costard noir. Costard noir que j'ai complètement oublié, mais je les ai aussi en figurine. Et je vous ferai aussi une petite review parce qu'on va faire une semaine ou deux spéciale film gold où je vous ferai les critiques des différentes figurines. Et il y a un très gros travail qui a été fait au niveau des costumes et ça c'est classe. Moi personnellement c'est quelque chose que j'adore. Je vais surtout aussi regarder un film pour regarder un petit peu les différents défilés de mode, de mode. On avait eu ça dans beaucoup de films, ça avait été vraiment présent au niveau de Strong World et ça aussi été présent au niveau du film Z, mais là au niveau du film Gold, c'est encore plus mis en avant et ça c'est vraiment classe. On va parler aussi du design de l'équipage de Tesoro. Tous ont vraiment de la gueule. Tesoro a vraiment un très bon charisme. Après on a Dice qui est vraiment excellent. Bakara, j'en ai déjà beaucoup parlé. Karina
aussi très très joli. Le seul qui va être un petit peu en défaut, c'est Tanaka. Tanaka, j'aime pas son style avec la grosse tête, même son pouvoir il est complètement merdique, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera un petit peu des combats. Mais encore une fois, on reconnaît la patte d'Ichiro Oda, et encore une fois, on va voir un film aussi pour s'en prendre plein la gueule. Et pareil, c'est un film, donc oui, au niveau de l'animation, c'était absolument spectaculaire. Et ce que j'aime aussi par-dessus tout, et ça va être le dernier point positif au niveau de ce film, c'est quand tu vas voir quelque chose au cinéma et qui te passe un message. Même si c'est du divertissement, même si ça va à 100 à l'heure, il y a quand même toujours un petit message qui est véhiculé. Et ce message-là, c'est que tout simplement, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mais ça montre ici que, et je pense ici qu'on a aussi peut-être une critique des Japonais par rapport à la société de consommation et ce qui est présent aussi au niveau des États-Unis et aussi de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire avoir énormément d'argent pour tout posséder. Maintenant, ce n'est plus le verbe être qui domine, on ne dit plus je suis, mais on dit j'ai. Et c'est facile de dire ça de ma part quand on voit toute la collection que je possède, parce que là je suis en train de faire une sorte d'autocritique. C'est-à-dire que là, Ichiro Oda, à travers ce film, montre que t'as beau avoir tout l'argent, si tu n'as personne pour t'accompagner, et l'argent ne peut pas tout remplacer. Et ça c'est vraiment génial, parce que là ici on voit qu'au début Tesoro était heureux alors qu'il n'avait pas d'argent. Cependant, par rapport à un truc qui s'est passé après, on voit qu'il a voulu combler le malheur par l'argent et vouloir tout contrôler. Et il est en train de répercuter tout ce qu'il avait eu par rapport, tout ce qu'il avait subi par rapport au Dragon Céleste. Et là encore une fois, il y a un très très beau message qui est véhiculé. Et ça c'est quelque chose que j'aime, parce que quand tu vas voir un film One Piece, ce n'est pas que de la baston, ce n'est pas que des effets spéciaux, ce n'est pas que de la rigolade, c'est aussi un message. Et ça je trouve que c'est pas assez mis en avant. Voilà, et je voulais absolument finir par ce point positif, parce que pour moi c'est le gros point positif de ce film. Et maintenant on va parler des points négatifs, et paradoxalement tous les points positifs, enfin la plupart des points positifs dont j'ai parlé dans cette vidéo vont être aussi des points négatifs. On va parler pour moi du plus gros point négatif qu'il y a, c'est que cette œuvre, même si elle a été scénarisée par Ichiro Oda, même s'il s'est occupé du design, cette œuvre n'est pas canon. Alors on va encore un petit peu expliquer canon, parce que il y a eu énormément de problèmes par rapport à Dragon Ball, par rapport à ça. J'ai pas voulu foutre mon grain de sel là-dedans, mais je trouve qu'ici ça va être une très très bonne représentation. Et oui, je vais parler de Broly. Non, il n'y avait pas Broly dans le film Gold, vous inquiétez pas. Alors une œuvre canon, c'est quoi? C'est une œuvre qui fait partie de l'œuvre principale et qui a été scénarisée, ou que la personne qui a créé justement cette œuvre a participé à la deuxième œuvre. Je sais pas si vous avez... C'est un petit peu compliqué. On va faire simple. C'est-à-dire que Ichiro Oda a créé l'univers de One Piece, et comme il a scénarisé et qui s'occupait du design des personnages au niveau du film Gold, normalement, l'œuvre Gold, film Gold, est canon à l'œuvre de One Piece. Cependant, elle n'est pas canon car elle ne suit pas la trame. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun placement chronologique au niveau de l'œuvre de One Piece. Normalement, vu les primes, vu le design des personnages, cette œuvre, le film Gold, se situe juste après Dressrosa. Or, à Dressrosa, on a l'éclatement des Mugiwara. Donc, normalement, si cette œuvre avait été canon, une partie des Mugiwara n'aurait pas dû être présent sur l'île de Gren Tesoro. Et là, on reprend exactement la même chose avec Broly. Broly, même s'il a été pensé par Akira Toriyama, au niveau de la chronologie, il n'a pas de place, parce qu'il se situe entre le tournoi, la fin de l'arc des Saiyans avec Freezer, et le tournoi du Cell Game. Et malheureusement, entre les deux, il n'y a pas de place. C'est exactement la même chose ici. Et ces deux œuvres sont identiques au niveau, je dirais, du ressenti global. C'est-à-dire que dans le personnage de Gil Tesoro, il a une très grande importance au niveau de l'univers complet de One Piece. Cependant, il n'a pas sa place dans l'univers de One Piece. J'espère que vous m'avez suivi. Et personnellement, je ne comprends pas comment une erreur
aussi monumentale a pu être faite. Parce que ça porte vraiment à confusion. C'est-à-dire qu'il y a un tel background qui a été fait, non pas au niveau du personnage de Gil Tesoro, mais au niveau de ce qu'il représente pour l'univers de One Piece. C'est-à-dire il maîtrise tellement l'or, il a tellement de richesses, je crois qu'il doit détenir 30% de la richesse globale de l'univers de One Piece, si mes souvenirs sont bons. Il a des interactions avec le gouvernement mondial, avec la marine. Il est un élément important dans la vie de One Piece. Il a eu des interactions aussi avec on va y arriver, avec les dragons célestes. Il était présent en même temps que les sœurs de Boa Hancock. Il était présent aussi parce que je crois qu'il a eu son fruit du démon par rapport à Doflamingo. Et là, on arrive vraiment dans... C'est-à-dire que je ne comprends pas comment autant d'efforts ont été mis en place pour le placer concrètement dans l'univers de One Piece, alors que chronologiquement, il n'a pas sa place. Par rapport aux Mugiwara. C'est-à-dire que si on foutait pas les Mugiwara et qu'on remplaçait Mugiwara par quelqu'un d'autre, Gil Tesoro a parfaitement sa place à l'intérieur de One Piece. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Et vraiment, pour moi, c'est d'autant plus chiant qu'il y avait quelque chose d'énorme à faire avec Gil Tesoro. Parce que ce personnage, au niveau background et au niveau flashback, il a été détruit. C'est-à-dire qu'on a un flashback qui dure à peu près, je dirais 30 secondes, alors que dans Strong World, on a carrément un épisode spécial qui a été créé pour vraiment intégrer Shiki dans l'univers de One Piece. Au niveau du film Z, vu que ça repose vraiment sur lui, on a énormément de flashbacks, on a énormément d'informations par rapport à lui, parce qu'il est quand même l'instructeur des amiraux dans ce moment, ce qui n'est pas n'importe quoi. Il a aussi des actions avec Sengoku et aussi avec Garp, alors que ici... C'est dommage parce que Tesoro, je le vois comme un Doflamingo, mais 2.0, un sous-Doflamingo. C'est-à-dire qu'il y avait tellement comme choses à faire, il y avait un tel travail au niveau des Dragons Célestes, au niveau de son enfance. Et c'est vraiment dommage pour moi, c'est que même si on s'amuse bien dans ce film, même si on a beaucoup de plaisir à le regarder, même si on rigole beaucoup, même si on participe au combat, tout ça, on n'a pas cette tristesse qui vient nous donner de l'empathie par rapport aux méchants, entre guillemets, du film. Tout le travail qu'on a eu au niveau de Zetto nous permet d'avoir de l'empathie pour lui et de pleurer quand il meurt. Désolé pour le spoil. C'est quelque chose vraiment d'important. Et autant Doflamingo, personnage que je n'aimais pas, son travail a tellement été bien fait qu'après on a de l'empathie pour lui et surtout on comprend pourquoi il en est arrivé là. Alors que ici, la folie de Tesoro est à peu près compréhensible, mais elle n'est pas ressentie. C'est-à-dire qu'il aurait dû accentuer beaucoup plus pour montrer à quel point l'enfer qu'il a vécu au niveau des Dragons Célestes et au niveau tout son amour qu'il a eu par rapport à Stella, comment ça a réussi à le détruire et comment ça a réussi à le modifier pour que quelqu'un de gentil à la base devienne quelqu'un de complètement fou. Et il y a aussi un autre truc que j'ai oublié de dire dans les points positifs, c'est que dans ce film, on a des morts. On a un mec qui se fait suffoquer avec de l'or dans la bouche. Si vous voyez pas la symbolique là-dedans, arrêtez tout, parce que c'était absolument monstrueux ce truc. Et voilà, c'est-à-dire que on voit la folie, mais on n'arrive pas à se l'imprégner. Et c'est ça qui a vraiment été un gros défaut, parce que autant la première fois que je l'ai vu au cinéma, je l'ai adoré, autant les 2-3 fois que je l'ai regardé après pour justement faire cette critique-analyse qui va durer plus d'une demi-heure maintenant que je suis en train de partir, plus j'ai vu le film, moins je l'ai aimé. Contrairement au film Z, et même au film Strong World, où plus je le regarde, et plus je l'aime. Voilà, et c'est ça qui est vraiment dommage. Encore une fois, il y a eu un fanservice qui a été mis en place, mais le fanservice n'est que superficiel. Encore une fois, je vais faire beaucoup de comparaisons avec le film Z parce que je le place tous les deux presque au même étage. C'était au même niveau, je dirais même. C'est-à-dire que quand on a Kizaru qui vient, on est content parce qu'il a une bonne interaction. Il n'est pas seulement là comme tant que fanservice pour montrer un petit peu du pouvoir, même si c'est pas un personnage qu'on aime bien. Aokiji est un personnage qui est adoré par beaucoup de personnes. Là, ici, il est amené et il a un but scénaristique. Alors que
tous ceux qu'on voit, et là le plus bel exemple, ça va être qui? Ça va être tout simplement Luffy, qui a une très très bonne utilisation envers Akainu, qui nous montre justement un petit peu cette confrontation qu'il y a entre le gouvernement mondial et son armée, entre guillemets, qui est la marine. Mais quand tu reprends Luffy avec Sabo, c'est un fan service de merde. Ça te montre la hype pour voir quoi? Pour voir un putain de coup de poing, et c'est tout. Alors qu'il y aurait eu une petite passe d'armes, il y aurait eu un petit truc en plus, ça aurait été excellent. Mais non, le combat est seulement saupoudré et il n'y a rien qui vient nous chercher. Et c'est d'ailleurs l'un des gros problèmes aussi de ce film, c'est tout simplement les combats. Quelque chose qu'on s'attendait de titanesque est quand même assez mal réussi. Le Gear 4, je sais pas pour vous, mais moi le Gear 4 est pas venu me chercher. Et pourtant, on a eu une putain d'intro faite par Naoto Shishida où on nous présente justement tous les Mugiwara avec certaines de leurs techniques. Encore une fois, le passage avec Zoro et le combat qu'il fait contre Dice est absolument mythique. C'est l'un des plus beaux combats. En plus, le fait qu'il flotte ses bras en haki noir, qu'il arrive justement à parer les coups et qu'après qu'il fasse sa dernière technique est absolument monumental. Même qu'il arrive aussi à faire des attaques sans katana est absolument monstrueux. Mais à part ça, les autres combats sont merdiques. Pourquoi? Parce que les mecs en face n'avaient pas énormément de charisme. Et même à la rigueur, je dirais que Bakara a été bien utilisé par rapport à son fruit du démon qui est le Lucky Nomi. Et pour une fois, je trouve que Usopp a eu une très très bonne utilisation. Mais Brook et Chopper, encore une fois, ont fait de la figuration. Et là où j'étais encore le plus déçu, c'est que Franky fait de la figuration. On peut encore une fois le comprendre. Parce que c'est un personnage qui est pas trop mis en avant pour l'instant. Mais merde, Sanji, qu'est-ce qu'il fait dans ce putain de combat? Robin a eu plus d'importance, c'est vous dire. Là, Sanji a été sous-exploité. Sanji n'est pas là, ça peut fonctionner quand même. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'au niveau des combats, on va parler du final justement entre Luffy et Tesoro. Quand il est en Gear 4, quand il est en Gear Segundo ou quand il est en Gear Thirdo, ça marche bien, le Grizzly Magnum, toutes les autres attaques, il y a de la puissance, quand il court sur le bras, il y a de la vitesse, quand il fout le coup de poing, le Red Hawk qu'il lui fout sur le coin de la gueule est vraiment superbe, mais quand il se met en Gear 4, on ne ressent pas l'epicness, on ne ressent pas l'évolution de Luffy entre le Gear Thirdo et le Gear 4 qui est une étape absolument monumentale. Et là, on ne le ressent pas. Je suis en train de parler vraiment avec la passion qui est au fond de moi. Et c'est ça qui est dommage. Le coup final, on ne le ressent pas. On voit pas Tesoro valdinguer. J'ai plus de voix. On ne le voit pas valdinguer. On le voit seulement arriver sur le bateau et ça se termine comme ça. Il manque quelque chose, autant au niveau de Zeto, je sais que certains ne l'ont pas aimé parce que c'était qu'un coup de poing au niveau de Haki, un combat de mec, mais ça c'est vraiment quelque chose que Ishiroda voulait montrer, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent au niveau du Japon et peut-être aussi récurrent au niveau des Yakuza, c'est vraiment la force brute où je te fous un pain dans la gueule et tout, c'est un truc aussi qui a été repris au niveau de Dressrosa entre Senior Pink et aussi Franky, mais voilà, là on a pu tripler, on a pu avoir de la passion, ça nous a pris. Mais là, ici, le début du combat entre Tesoro et Luffy est absolument excellent. Mais le Gear 4 vient totalement tout massacrer. Et ça, ce n'est pas le but. Le but d'un putain de film, c'est de nous faire triper jusqu'au bout. Et je sais que moi, j'ai plus trippé. Trippé, je sais pas si ça se dit, moi ça se dit beaucoup au Québec, mais je sais plus si ça se dit en France. Mais j'ai beaucoup plus trippé du combat de Zoro contre Dice que le Gear 4 contre Tesoro. Et c'est là-dessus que je vais terminer cette critique, c'est-à-dire que ce film, tout comme Grand Tesoro, tout comme Lore, a été vachement joli une première fois à regarder, mais par contre, tu n'as plus la saveur que tu as après. Et là, il y a un très beau, je sais pas si ça a été fait exprès, mais c'est-à-dire que quand tu as ton argent et que tu achètes quelque chose, tu joues avec la chose et t'en es content, mais après tu peux te lasser. Alors que quand tu as moins d'argent mais que tu as des amis pour partager des trucs, eh ben c'est quelque chose que tu vas plus partager au fur et à mesure. C'est-à-dire que Strong World et le film Z, à chaque fois que je les regarde à nouveau, j'ai l'impression de repartager un moment de joie et d'amitié avec les Mugiwara. J'ai l'impression de revoir des personnes. J'ai à nouveau de l'estime et de l'empathie pour Zeto. Je m'identifie un petit peu à lui et c'est un plaisir. Alors que ici,
dans le film Gold, il y a un sentiment de gâchis parce que on a une très très belle surface, on a un truc vraiment très très beau qui a vraiment pétillé au niveau des yeux, qui a été absolument magnifique, mais lorsque tu le prends une deuxième, troisième fois, tu n'as plus cette saveur. Il y a un arrière-goût, il y a un petit peu de vide qui s'amène. Et c'est ça qui est dommage. Parce que il méritait mieux. Il méritait mieux, c'est-à-dire qu'on sait que là-dedans, il y avait possibilité de faire un film qui aurait été mieux que le film Z. Encore une fois, s'il y avait eu moins de fanservice, s'il y avait eu un fanservice qui aurait été mieux utilisé au niveau de Lucci et Sabo, par exemple, s'il y avait eu plus de background au niveau de Tesoro et qu'on aurait compris toute sa détresse, on aurait pleuré quand on aurait vu la fin par rapport à Stella et qu'on aurait compris sa détresse et qu'on aurait compris son aveuglement. Encore une fois, je parle tel que j'aurais aimé le film. Et ça, c'est vraiment dommage parce que moi, One Piece, je le vis. Et encore une fois, je vous le dis, One Piece, c'est la vie. On l'a au fond de nous. Et malheureusement, dans ce film, je l'ai eu au départ, mais je ne l'ai plus après. Et pour moi, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique-analyse qui a été beaucoup plus longue que prévu, mais encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un film comme ça en moins de 10-15 minutes. Il y avait vraiment beaucoup d'aspects à parler, et encore une fois, moi quand je suis parti à parler, je suis parti à parler, mais je pense que ça a été quand même assez concis. Vous m'excuserez au niveau du montage, je n'ai pas mis de musique liée au film Gold, ni de passage animé, parce que tout simplement All Blue Channel s'est pris des strikes alors que leurs vidéos avaient été en partie monétisées par la Toei. C'est un truc complètement de fou en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Donc là par contre, c'est encore assez récent par rapport au DVD, par rapport au Blu-ray. Donc je ne veux pas prendre de risque à me faire striker la gueule par rapport à ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Encore une fois, merci de me suivre aussi nombreux. J'espère que cette critique-analyse vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, et tiens, laissez-moi dans les commentaires si vous avez regardé cette critique analyse du film en entier. Là-dessus se termine cette vidéo, et comme d'habitude, on se dit à bientôt mes Nakama, et n'oubliez pas, One Piece, c'est la vie.